Vous écoutez Europe 1, il est 8h16, l'heure de l'interview politique. Et ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Vous rentrez de la souterraine, vous avez rencontré les salariés de GMS avec Bruno Le Maire. De votre point de vue, ça s'est bien passé ? Alors d'abord, la rencontre s'est faite sur le site directement avec les salariés. Ils étaient nombreux à être présents. Et nous avons eu l'occasion d'abord d'échanger avec eux, de faire le point sur la situation. Et puis, ils nous ont fait visiter l'usine, ils nous ont montré leur outil de travail, les machines, les pièces qu'ils produisaient, ce qui permet aussi d'incarner un peu des dossiers qui parfois se limitent à des chiffres, à des colonnes ou à des numéros. Des tableaux Excel. Voilà. Donc ça, c'était un moment important. Qu'est-ce qui, finalement, s'est passé dans ce dossier ? Quand on est arrivé aux responsabilités à Bercy, Bruno Le Maire au mois de mai, moi, quelques semaines plus tard, il n'y avait pas de repreneur, pas d'offre de reprise, il n'y avait pas d'investissement prévu et un carnet de commandes désespérément vide. Aujourd'hui, nous avons une offre de reprise. Il y a eu plus d'une cinquantaine d'offres qui avaient été déposées, en tout cas de repreneurs potentiels qui avaient été scrutés. Un seul est solide, c'est l'entreprise GMD, c'est un groupe qui est reconnu. Donc il y a un repreneur. Il y a des investissements qui sont indispensables sur le site, à hauteur de 15 millions d'euros, 5 millions pour l'État, 5 millions pour Renault, 5 millions pour PSA, qui était le sujet qui nous manquait en début de semaine. Et je tiens à saluer les efforts des deux constructeurs, à la fois de Carlos Ghosn et de Carlos Tavares dans ce dossier. Et puis, il y a surtout des carnets de commandes. 22 millions d'euros sur 5 ans. Au début, nous avions un engagement sur 3 années. 10 millions de la part de Renault, 12 millions de la part de PSA. C'est passé à 5 ans avec des commandes sur des pièces nouvelles et pas uniquement sur des pièces qui sont sur des modèles déjà en circulation et qui donc n'assurent pas la pérennité. Parce que à la fin des fins, notre objectif, il est clair, c'est que cette entreprise à la souterraine dans la Creuse ne ferme pas. Oui. Parce que si elle ferme, c'est la fin d'un site industriel important dans un territoire qui connaît des difficultés et dont on sait qu'il sera difficile à réindustrialiser. Avec 277 salariés à la clé. Avec 277 salariés, 120. Et aujourd'hui, l'offre de reprise porte sur 120 salariés au minimum. Qu'est-ce qu'on fait des 157 Ça n'est évidemment pas suffisant. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes rendus sur place hier avec Bruno Le Maire. Parce que évidemment, quand vous avez un peu plus de 50 ans, que vous avez travaillé pendant 25 ans dans ce secteur automobile à la souterraine, eh bien, il est difficile d'engager une reconversion. Alors, l'État, et c'est le message qu'on a souhaité adresser hier, l'État ne laissera personne sur le côté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement que des efforts exceptionnels seront faits, par exemple, sur la question de la formation. Grosso modo, dans ces secteurs d'activité, les primes à la formation qui sont proposées sont de l'ordre de 2 000 ou 2 500 euros. Ce sera une prime de 5 000 euros parce que le besoin en formation sera important. Ce sera aussi un accompagnement sur la mobilité. Ce sera un accompagnement sur, pourquoi pas, la création d'activités. Bref, on a demandé au service de l'État et le cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous a été d'une grand soutien et d'un grand aide d'avoir un accompagnement individualisé pour chacun des salariés qui ne seraient pas repris à l'issue du processus de reprise qui n'est pas terminé. Je tiens à le souligner. Le tribunal de commerce de Poitiers devait rendre sa décision vendredi, repoussée jusqu'à lundi. On a encore des petites choses à finaliser. Petites ou grandes ? Petites. On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on écoute un salarié, justement. Se former pour faire quoi ? Pour être chômeur ? Il y a quoi comme emploi dans le bassin de la Creuse ? Il n'y a rien du tout. Donc voilà, après c'est bien joli de prévoir 5 000 euros, mais voilà, on va en faire quoi des 5 000 euros ? On va se former, mais pour aller où ? Les 3/4, on a notre maison là, après on fait quoi ? On vend la maison pour aller ailleurs ? Bah non, pour moi, non. Réponse, si nous n'avions rien fait, si l'État n'avait pas pris ses responsabilités, c'est la fermeture totale d'un site. C'est 277 personnes. Est-ce que 120, c'est suffisant ? À l'évidence, non. Mais est-ce que, en responsabilité, il était raisonnable de dire que nous allions sauver tout le monde ? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'un plan de formation à Pôle emploi à ce monsieur qui vient de parler ? Votre réponse, c'est non, Benjamin Griveaux. À nouveau, plan de formation, possibilité de mobilité, possibilité de création d'activités, et ça dépend aussi des âges et de l'expérience des personnes. Et les primes supralégales ? Chaque cas sera traité de manière individuelle. Les primes supralégales ? Les primes supralégales ne sont pas du ressort de l'État. C'est une discussion qui peut s'engager entre les représentants des salariés et les constructeurs, mais ça n'est pas de notre ressort.
si j'ai bien compris la position des constructeurs à ce stade, la porte n'est pas ouverte sur ce sujet de la supralégalité. Non plus. Donc lundi, décision attendue, tribunal de commerce de Poitiers. Il y a des conditions suspensives, les investissements des constructeurs, donc ça, vous venez d'en parler, le bail pour les bâtiments, les travaux qu'il faut y faire, l'adhésion de tous les salariés. Et là, on sent bien que il y en a 120 qui sont reprenables, 157 qui ne le sont pas, donc il ne va pas y avoir l'unanimité. Il y a également un autre sujet que vous n'évoquez pas, qui est le sujet de dépollution du site, dont l'État a pris à nouveau ses responsabilités. Il y a la question immobilière que vous soulevez et qui est l'un des derniers éléments que nous devons régler. Mais à l'évidence, quand on fait le procès à ce gouvernement d'être ultra-libéral, dans un gouvernement ultra-libéral, l'État n'aurait pas mis le début du commencement du doigt dans ce dossier, n'aurait pas pris ses responsabilités. Et à nouveau, je le répète, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il n'y avait pas de repreneur, il n'y avait pas d'investisseur, il n'y avait pas de carnet de commandes. Il y a un repreneur, des investissements et un carnet de commandes plein pour 5 ans. Ça n'est pas suffisant. Nous aimerions aller au-delà des 120. Mais vous ne pouvez pas. C'est un début, c'est une première étape nécessaire, indispensable Mais pour l'instant, vous pour ne pouvez que pas. l'activité puisse reprendre. Et vous savez quoi ? Moi, j'ai la faiblesse de penser que le repreneur, M. Martineau, le groupe GMD qui est reconnu, qui est un grand professionnel dans le métier, eh bien, s'il a un site qui fonctionne, qui est performant, qui a retrouvé de la compétitivité, il n'y a pas de raison que demain, dans 6, 12 ou 18 mois, eh bien, il y ait des embauches au-delà de ce seuil des 120. Autre sujet majeur, Benjamin Griveaux, la démission du général Pierre de Villiers. Est-ce que c'est un échec pour Emmanuel Macron ? Écoutez, moi, je ne vais pas commenter outre mesure cette démission. Le général, d'abord, Pierre de Villiers, il a une carrière militaire exemplaire et ces 3 dernières années, il a démontré, notamment sur le déploiement de forces armées sur le territoire national et sur les théâtres extérieurs, qu'il a été un grand militaire. Il y a eu un désaccord qui a été exprimé avec le chef des armées. Il est parfaitement légitime que certains puissent exprimer des désaccords. Mais c'est un militaire. Et donc, lorsque le chef d'état-major des armées exprime un désaccord avec le chef des armées, la hiérarchie veut que, eh bien, il se mette en retrait. C'est ce qu'il a fait et il a tiré les conséquences de ce désaccord. Lorsque il dit, Emmanuel Macron, ce n'est pas le rôle du chef d'état-major de défendre le budget des armées. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà, on dit que c'est la ligne, c'est comme ça, c'est ce qui est prévu. Et donc, quand un général, un chef d'état-major des armées a besoin de défendre l'équipement, a besoin de défendre ses armées en disant j'ai besoin de ça pour que ça fonctionne, il n'a pas le droit de le faire ? Chacun défend ses budgets. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que le budget des armées qui a été voté, ça vous concerne. Le budget, la loi de finances initiale 2017, budget des armées, 32,7 milliards d'euros sera exécuté. Il n'y a pas de coupe budgétaire, il n'y a pas de rallonge. Les 850 millions d'euros dont on parle sont une rallonge budgétaire. Il n'y a pas de rallonge. On a découvert des comptes publics très dégradés. Il y a 4 à 5 milliards d'euros d'économies à faire. Le budget des armées l'an prochain, c'est plus 1,5 milliard d'euros. On passera de 32,7 à 34,2 milliards d'euros. Mais sur cette année 2017, il y a des efforts qui sont demandés à chacun. Sur cette année. À chacun. Ça ne veut pas dire sur cette année. L'année prochaine, 1,5 milliard supplémentaire, avec un objectif fixé par le président de la République dans le cadre de la campagne présidentielle et rappelé depuis de 2% du PIB consacré aux dépenses militaires en 2025. Aujourd'hui, on est à 1,78%, si on est très précis. Donc, il y a une augmentation. Mais sur cette année, pourquoi est-ce que cette année, on a cette difficulté et on est obligé d'avoir des économies importantes ? Parce qu'on est dans un contexte d'état d'urgence. Parce que cette année, on a une obligation, c'est de tenir la règle des 3%. Si nous ne tenons pas cette règle-là, nous perdons notre crédibilité que nous avons regagnée depuis quelques semaines auprès de nos voisins européens, en particulier auprès de notre partenaire allemand. Et c'est objectivement notre principale préoccupation dans les semaines et les mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année. Benjamin Griveaux, aujourd'hui sur les états généraux de l'alimentation, 11 ministères concernés, le vôtre aussi, d'ailleurs ça se déroule à Bercy. En quoi ça consiste ? C'est quoi le but ? Écoutez, d'abord, ça a été annoncé par le président de la République, ça réunit l'ensemble des acteurs du monde de l'alimentation, de l'agriculture, de la pêche, de l'agroalimentaire, des industriels, les producteurs, les distributeurs, des ONG, le monde associatif, les acteurs de la santé, bref, tout le monde avec un objectif très simple. Il est de deux natures. Le premier, c'est que d'abord, les agriculteurs et les pêcheurs puissent vivre dignement de leur travail. C'est finir la crise agricole ? Vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, on sait que
en gros, un agriculteur sur 2 vit avec moins de 400 € par mois, ce qui n'est pas acceptable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tous les Français, ils aient accès à une alimentation saine et sûre. Et donc, pour ça, il faut que les gens se mettent autour de la table. Il va y avoir plus de 2 mois de discussion. Et puis, à la fin de l'année, nous allons avoir, il y a par ailleurs une consultation publique en ligne qui se fait parallèlement à ces états généraux. Et l'objectif à la fin de l'année, une fois que les choses auront pu être dites autour de la table, il faut toujours que les gens dialoguent, c'est d'arriver à maintenir une filière agricole d'excellence, parce que c'est une filière d'avenir, l'agriculture, est-ce que ça veut dans dire notre pays. Qu'on va augmenter les prix de l'alimentation pour tout un chacun? On va pas, au début des états généraux qui n'ont pas commencé, annoncer le point de sortie. Donc c'est des discussions qui s'engagent ce matin avec ce double objectif-là. Et moi, j'ai un principe, je viens d'un département rural, je viens d'un département qui est la Saône-et-Loire, donc je suis très attaché à la fois à la qualité de la production et que le prix payé soit le juste prix pour nos agriculteurs. Merci Benjamin Griveaux d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.